il est vivant. Je n'ai aucune compétence de code. Moi, je suis marketeur web. Il paraît que c'est mon job qui va se faire remplacer en premier par l'intelligence artificielle. Les deuxièmes sur la liste, les programmeurs. Si t'es un habitué de la chaîne, tu sais que notre but c'est de te dénicher et de présenter les meilleurs moyens de gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Généralement, on applique nos connaissances de marketing web avec des tours de passe-passe d'IA et on essaie de mettre la main à la brise, tu vois ce que je veux dire. Et tu sais probablement que les marketeurs ne sont pas à plaindre en termes de gains financiers. Mais les gens les plus riches au monde, ce ne sont pas eux. Les gens les plus riches au monde, ce sont ceux qui détiennent le pouvoir du code. Et le mot détenir est important ici, parce que coder, c'est dur, ça prend des mois à apprendre et des années à perfectionner. Donc, peu de gens auront accès à cette compétence dans leur vie. Sauf que si tu te rappelles de ce qu'on a dit il y a 5 minutes, tu sais que ce n'est plus tout à fait vrai. One of the interesting developments with large language models is that they're able to generate code recently really well. I use ChatGPT, use it to help me create a Python script the other day. Hello. Hello. My name is Tina. I used to be a data scientist at Meta. I came into this video convinced that I will be convincing you that your jobs in computer science, in data science, in software engineering, data engineering are going to be safe from the developments of artificial intelligence. I was wrong. Alors, est-ce que c'est vrai que n'importe qui aujourd'hui, sans aucune compétence, peut coder la prochaine startup à millions depuis sa chambre? Eh ben, on va vérifier ça ensemble. Puisque je n'ai aucune idée de startup révolutionnaire pour l'instant, si t'en as une, appelle-moi. J'ai décidé de tester les capacités de GPT-4 en coding sur les projets informatiques les plus durs connus par l'homme, c'est-à-dire les jeux vidéo. Mon passé de geek, même si je déteste ce mot, est très enthousiaste pour ce projet. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de recréer 3 jeux vidéo que tu connais très bien. On va augmenter la difficulté au fur et à mesure, et on va essayer de répondre à la question, est-ce que n'importe quel schnock, c'est-à-dire moi, peut remplacer un programmeur avec ChatGPT? Pour être honnête, même si tout le pitch que je vous ai fait est cool, l'histoire commence réellement au moment où j'avais la pression, parce que je n'avais aucune idée de vidéo et des deadlines qui approchaient. Ryan, le temps, c'est de l'argent. Comme j'avais beaucoup parlé de marketing jusqu'ici, je me suis dit que j'allais voir ce que GPT pouvait m'offrir sur d'autres sujets. Ce message te spoil un peu la suite de la première partie, mais en gros, toutes mes recherches ont commencé comme ça. Depuis explorer la programmation, ça me permet de flex mon gros cerveau à mes collègues de Marketing Mania. La raison pour laquelle je te dis tout ça, c'est que j'ai un peu la pression pour ce challenge. Parce que si j'y arrive, ça veut dire que rien ne m'empêche d'utiliser mon imagination pour créer mon propre jeu vidéo mobile simple par exemple, et le monétiser vu que j'ai déjà les compétences en promotion. Développer un petit jeu mobile indépendant quand on n'y connaît rien au code, ça peut vite coûter des milliers d'euros, et il y a aucune garantie que ça marche. Si je pouvais coder le premier jeu qui me venait en tête avec ChatGPT et le mettre sur le marché vite, je pourrais me permettre de tester beaucoup et à bas prix. Donc, j'espère que je serai agréablement surpris par ce qui va se passer. En tout cas, voilà le mythique jeu de Pong totalement fait par GPT-4. Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai raconté toute cette histoire. C'est parce que littéralement, coder Pong m'a pris 4 secondes. J'ai demandé à voir Pong, j'ai eu le code en Python, je l'ai mis dans un interpréteur, et j'ai eu le jeu. ChatGPT m'a aussi expliqué comment faire pour facilement changer certains paramètres, comme la vitesse de la balle ou ajouter un score. Pour quelqu'un qui n'a jamais programmé, je suis très impressionné, et je pense que c'est plutôt prometteur pour la suite de ce challenge. Ok, comme ce test était plutôt concluant, on va pouvoir sérieusement augmenter la difficulté et s'attaquer à un jeu auquel toute la Terre a joué au moins une fois, et c'est le Dino de Chrome. Cette fois, le challenge a été un peu plus dur, car le jeu se code en JavaScript, donc il me faut un environnement de développement web, et encore une fois, je n'ai aucune idée de comment coder. Alors j'ai perdu 1 heure de ma vie pour mettre en place l'environnement. J'ai l'impression que c'était ça le vrai challenge pour moi sur le jeu Dinochrome, parce qu'une fois que j'ai compris comment utiliser un IDE JavaScript sur Mac, j'ai tout simplement copié et collé le code de GPT-4, et j'ai instantanément obtenu cette version Frankenstein du jeu. Alors ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est la mécanique principale du jeu. Des objets rouges apparaissent et se déplacent vers la gauche, tandis qu'un objet statique, ici vert, a pour but de les éviter. Pour cela, il a la capacité de sauter. Donc cool, on a un squelette du jeu, mais comme tu peux le voir, il nous manque encore plein d'éléments. Alors j'ouvre GPT à nouveau, qui me donne un code qui va permettre à ma boîte verte de détecter les collisions avec la boîte rouge, et arrêter le jeu si collision il y a. Dans ce code, j'inclus aussi un système pour pouvoir compter le score, et je limite le temps d'apparition des boîtes rouges qui étaient trop rapides pour que ça soit plus fidèle avec le jeu original. C'est assez incroyable parce que ça fonctionne instantanément. Je me demande combien de temps ça m'aurait pris de faire un truc similaire si j'avais pris par exemple une formation de programmation.
Alors ça m'a pas forcément pris 4 secondes cette fois, mais ça m'a pas non plus pris beaucoup plus de 4 minutes. Il y a encore pas mal de features qu'on peut ajouter à notre clone de Dinochrome. Je les ai pas toutes en tête, mais heureusement GPT si. Alors ici on va pas implémenter toutes les features parce que c'est pas l'objectif, et aussi ça demande un temps précieux que je n'ai pas. Au travail. Mais on va tout de même transformer notre boîte verte en un dinosaure cool et nos boîtes rouges en cactus. Et pour ça, j'ouvre mon bon vieux Midjourney et je passe beaucoup de temps à essayer d'obtenir les résultats que je veux. Mais une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à les implémenter. Petite interlude pour les rageux qui disent que l'IA générative ça craint parce que ça ne leur donne pas directement les résultats qu'ils souhaitent. Les amis, ça s'appelle l'IA générative pour une raison. Si vous lui donnez la même instruction 100 fois, elle vous sortira 100 résultats différents. Le secret, c'est d'affiner son prompt au max bien sûr, mais surtout de générer énormément d'options jusqu'à trouver celle qui vous plaît. Et si tu le vois, j'ai généré plus de 100 options de dinosaures avant d'en choisir une. Ok, retour à la vidéo. Maintenant, on se dit que le gros du travail a été fait et qu'il suffit de remplacer les boîtes par nos images. Eh bien, pas du tout. Le fait qu'on utilise des images customisées implique qu'on doit inclure un nouveau langage dans notre code, le CSS. Donc, une nouvelle feuille de code qui interagit avec nos feuilles existantes. Et ça crée une tonne de problèmes. Entre des images qui apparaissent et disparaissent sans aucune raison, l'impression d'être près du but à un moment, mais être perfectionniste et vouloir faire une dernière modification pour ruiner entièrement le code avec aucune possibilité de revenir en arrière parce que maintenant, il faut modifier 3 pages de code dans 3 langages différents, mais chaque page a une façon d'interagir entre elles qui est différente. Un saut qui ne veut absolument pas fonctionner correctement, peu importe les modifications que je fais, un score qui disparaît ou qui prend tout l'écran. Je vous montre toutes les pages de discussion que j'ai eues avec GPT-4. 2 heures de frustration et un appel de Stan plus tard. Ryan, tu me fais perdre de l'argent avec tes jeux vidéo. Comment tu veux que je monétise tout ça? J'ai décidé d'abandonner. Je vous montre tout de même mon résultat final. Si quelqu'un arrive à faire mieux, dites-le moi dans les commentaires. Ok, c'est loin d'être parfait, y a rien à dire, mais je suis quand même super impressionné. Encore une fois, je ne sais pas du tout coder et je suis sûr que si j'avais décidé d'y passer 3 jours en isolation, j'aurais pu avoir quelque chose d'extrêmement stylé. Au jeu suivant, et pour le dernier jeu vidéo, prépare-toi à ressentir du stress post-traumatique parce que je vais m'attaquer au monument des jeux simples mais révolutionnaires, Flappy Bird. See right there? La raison, c'est qu'il y a eu une vidéo avec 7 millions de vues d'un mec qui refait Flappy Bird entièrement avec GPT-4. Mais ce mec, c'est un développeur professionnel. Donc quand il a eu certains problèmes à résoudre, il savait exactement quoi demander à GPT-4. Moi, je ne suis pas développeur de jeu. Je suis développeur de rien du tout en fait. Mais je veux quand même voir si j'arrive à recréer quelque chose de viable. Pour info, je me suis forcé à ne pas regarder sa vidéo pour être le plus impartial possible. Si je l'avais codé sur Python, GPT nous aurait donné ça en à peu près 3 secondes. Mais cette fois je veux créer un vrai jeu vidéo. Donc on va devoir utiliser un vrai game engine. Ici, Unity. C'est le même qui a été utilisé pour coder Hearthstone et Pokémon Go par exemple. Donc par pure nostalgie, je crée pas de nouveaux assets avec Midjourney, je récupère les originaux. Ne me dis pas que ça te fait un petit pincement au cœur. Je te zappe la partie où je galère à installer Unity comme un abruti parce que je préfère me concentrer sur les réelles prouesses techniques de GPT-4. J'avais un peu peur ici puisque la banque de données de GPT-4 s'arrête en septembre 2021 et les game engines évoluent en permanence. Mais ma peur a vite laissé place à de l'admiration. C'est incroyable la quantité de connaissances qui sont contenues dans GPT parce qu'il me guide pas à pas dans toutes les moindres étapes jusqu'à m'indiquer sur quel bouton cliquer et où il se trouve exactement. Ça me rappelle une conversation avec un collègue de Marketing Mania qui m'expliquait que tout ce qu'il fait avec GPT-4, il pourrait le faire avec Google, mais 10 fois plus lentement. J'ai plusieurs choses à faire pour avoir un prototype fonctionnel de Flappy Bird. D'abord, il va falloir que je crée une scène où le jeu va se dérouler. Dans cette scène, le personnage principal sera mon oiseau, qui devra passer à travers 2 tubes dont la longueur a été randomisée. Je vais devoir simuler des éléments de physique, comme la gravité et les collisions. Tant que l'oiseau n'entre pas en collision avec un tube, le jeu continue. Si l'oiseau rentre en collision, le jeu s'arrête et on nous propose de recommencer. La première chose que je fais, c'est assigner un objet de jeu à mon oiseau. Je le rends rigide et sensible à la gravité. GPT me donne ensuite un code en C qui me permet de contrôler le mouvement de l'oiseau, et voilà le résultat. Ensuite, je fais la même chose avec mon tube et j'ajoute un script qui le fait se déplacer vers la gauche. Une fois que ça c'est fait, je peux ajouter un autre script qui clone le tube et les fait apparaître en continu à distance égale. Enfin, maintenant, je peux ajouter un second script qui clone le tube du bas et le place en haut pour retrouver notre iconique duo de tubes qui nous a tous fait rage quit à un moment de notre vie. Bien sûr, le processus est loin d'être un long fleuve tranquille et ici j'épargne certaines technicalités mais je me retrouve souvent avec des codes d'erreur indéchiffrables comme celui-là. Mais tout ce que j'ai à faire, c'est de copier dans le chat, et à force de tâtonnement, GPT-4 trouve lui-même des solutions. Et là, on commence à avoir un prototype de Flappy Bird.
Ok, c'est pas trop mal, mais c'est quand même excessivement facile par rapport au vrai jeu. Donc on va avoir le premier challenge de ce projet, qui est qu'on va devoir introduire un script qui randomise la longueur des tubes. Sauf que ça nous crée plein de problèmes. Soudainement, l'oiseau ne détecte la collision qu'avec le tube du haut. Et GPT-4 a l'air de s'enfoncer dans son délire. Heureusement, je ne sais pas comment, mais à force de passer du temps, je me suis demandé si la solution ne se trouvait pas ailleurs. Du coup, j'ai proposé ma solution à GPT-4 qui a bien aimé l'idée et le problème a été presque résolu. Mais au moment où il fallait faire le dernier ajustement, j'arrive à ma limite de message à GPT-4, du coup je dois attendre 3 heures pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Je me dis que le problème que j'ai réglé est plutôt simple, donc je continue avec GPT 3.5. C'était une très mauvaise idée parce que tout le progrès que j'ai fait s'est littéralement évaporé et aucun moyen de revenir en arrière puisque GPT 3.5 n'a l'air de rien comprendre à ce qu'a fait GPT 4. Le gros problème, c'est que quand tu décides de quitter GPT 4, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est pas comme si je pouvais revenir plus tard sur la même conversation avec GPT-4 et reprendre où je m'étais arrêté. Une fois que tu quittes GPT-4, c'est pour de bon. Ce qui veut dire plus accès au log de la conversation, ce qui veut dire que je dois recommencer depuis le début. Ok, donc énorme erreur de ma part, j'aurais jamais dû appuyer sur ce bouton, c'est assez embêtant. Et en plus là il est assez tard, comme tu peux le voir, le soleil commence à se coucher et c'est l'été. Et là je dois encore attendre 2h30, 3h pour pouvoir utiliser GPT-4. Donc je pense que je vais reprendre demain matin et on sera toujours dans les 24 heures qu'on s'était donné au début. Ryan, le temps, c'est de l'argent. Au travail. Ryan, tu me fais perdre de l'argent avec tes jeux vidéo. Comment ça se monétise tout ça? Et donc cette fois, ça m'a pris beaucoup moins de temps pour arriver au résultat d'hier. Comme je connais déjà les étapes, mes prompts ont été beaucoup plus précis. J'arrive donc à la dernière étape où je dois juste affiner le système de collision. Grâce à toutes les erreurs que j'ai fait hier, aujourd'hui, ce processus se fait plutôt sans accroc. Et le voilà. Il est vivant. Maintenant, je dois juste ajouter un écran de game over et un bouton recommencer. Et crois-moi, ça a l'air simple, ça ne l'est pas. Mais je t'épargne toutes les galères, quelques scripts plus tard, c'est fait et le résultat final est là. J'ai un Flappy Bird jouable et fonctionnel, 100% fait avec l'IA. Croyez-moi, la tentation de regarder des forums spécialisés était très grande par moment. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que la prochaine fois, je devrais essayer de me concentrer à 100% sur essayer de créer un seul jeu vidéo de A à Z. Ou alors, si j'ai une idée d'app simple, je pourrais tenter de la développer et vous montrer comment je la commercialise. En tout cas, c'est pas la dernière fois que je ferai une vidéo sur l'IA appliquée à la programmation. Ce que j'ai appris, c'est que même si ce n'est pas parfait, c'est tout de même possible pour quelqu'un sans compétences de coder des programmes simples. Et clairement, je pense qu'à l'avenir, ce monde lucratif et difficile d'accès va se démocratiser. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis très heureux d'échanger avec vous dans les commentaires. Si vous avez des questions, j'essaierai de répondre au plus vite. En attendant, si tu veux avoir une longueur d'avance sur ta compétition et avoir toutes les idées de business et les actus IA avant qu'elles soient saturées, alors Kevin, notre boss final du copywriting, se dévoue à t'envoyer exactement ça 3 fois par semaine. Bien au chaud et confortable dans ta boîte mail. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui se trouve en description. Peace!